Le franc-parler de l'animateur Coluche lui vaut un succès immédiat et foudroyant. Chaque jour, les Français sont devant leur poste de radio pour l'entendre faire sa revue de presse et s'en prendre à la classe politique. Il n'y a jamais eu de dissentiment sur les choix essentiels et sur la ligne générale entre Michel Rocard et moi-même, a dit Mitterrand. Voilà un homme qui appelle ça, qui lit pas les journaux et qui n'a pas la télé. Bon. Moi, je me souviens avoir entendu, un jour où j'étais dans un hôtel, j'entendais des gens écouter Coluche à la radio et mourir de rire. Son talent comme vedette de la radio et de la télévision a été tellement grand que quand on en repasse ou quand on revoit des choses, c'est toujours aussi percutant, c'est toujours aussi remarquable. Seulement voilà, l'humour de Coluche n'est pas du goût de tout le monde. Au sommet de l'État, on met la pression sur les dirigeants d'Europe 1 pour qu'ils se débarrassent de ce trublion jugé trop insolent et trop provocateur. Oui. Pardon, excusez-moi. Remercié par Europe 1, Coluche ne va pas en rester là. Embauché quelques semaines plus tard par Radio Monte-Carlo, il va enfoncer le clou en attaquant directement le président Valéry Giscard d'Estaing sur un sujet particulièrement sensible à l'époque, l'affaire des diamants de Bokassa. Le président Giscard d'Estaing s'expliquera le moment venu sur l'affaire des diamants de Bokassa soulevée par le Canard enchaîné. Dans son numéro de cette semaine, paru ce matin, le Canard enchaîné revient à la charge. Il affirme que ce n'est pas la seule fois où Bokassa aurait offert des diamants à Valéry Giscard d'Estaing. Le président de la République en exercice, Valéry Giscard d'Estaing, s'était passablement disqualifié, était discrédité et avait discrédité sa fonction auprès de beaucoup de gens avec l'affaire des diamants, les chasses en Afrique, l'éviction de Bokassa. Chaque jour, sur l'antenne de cette radio supposée être indépendante, Coluche, avec l'aide de son nouvel acolyte Romain Goupil, multiplie les provocations à l'encontre du chef de l'État. On était bête à souhait, on répétait en continu, mais n'importe quelle phrase, n'importe quelle allusion, n'importe quelle coupure de presse que je lui présentais qui n'avait rien à voir avec rien, hop, c'était les diamants de Bokassa. Ça a été jugé comme extrêmement lourdingue et peu amusant par la direction de Radio Monte-Carlo, mais vraiment pas amusant du tout. On a du mal à le supporter parce qu'à l'époque, les responsables d'antenne et les directeurs d'antenne sont quand même encore assez proches du pouvoir et qu'il y a des choses qu'on n'ose pas tellement dire. Après seulement 5 jours d'antenne, Coluche et Goupil sont remerciés par le directeur de la station de radio. Une fois de plus, la censure a frappé. Au bout de 3-4 jours, ils ont dit c'est fini, on a fait une erreur. Ils disaient ouais, mais vous n'êtes pas en adéquation avec ce qu'ils attendent et tout. Je dis barrette, hein, mon cul, ouais, c'est uniquement parce que ça déplaît fortement nos allusions au diamant de Giscard. Il se trouve que le directeur de Radio Monte-Carlo à l'époque était Michel Bassy, qui avait été le chef de cabinet de Giscard d'Estaing. Encore, évidemment, c'est pas la peine de faire 50 000 dessins. Alors que l'élection présidentielle de 1981 se rapproche à grands pas, Valéry Giscard d'Estaing, qui se voit déjà réélu, a encore réussi à faire taire cet opposant politique un peu trop bruyant. Mais Coluche n'a pas dit son dernier mot. Je lui ai dit, écoute, ça fait 2 fois qu'il t'essaye de t'empêcher de parler, donc si c'est pas possible, le seul moyen que je connaisse, c'est de te présenter comme candidat, parce que là, si t'as pas de casier judiciaire, si t'es majeur et que t'as fait l'armée, enfin que t'es en règle, tu peux dire absolument ce que tu veux, personne ne peut t'empêcher de parler. Goupil va lui souffler l'idée de cette campagne. Le fait qu'il y ait un mec qui lui dise ça, à mon avis, ça va décliquer quelque chose en lui. Donc, à ce moment-là, il prend la décision, et c'est là que moi, un jour, il me demande de venir, qu'il me dit, voilà, je voudrais que tu sois mon secrétaire, et on va faire ensemble une campagne présidentielle. Coluche, candidat à la présidence de la République, un pari complètement fou. Avec l'aide de Romain Goupil, il rédige un appel totalement délirant pour annoncer cette candidature. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux. Les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français. Tout ce qui va structurer cette affichette qui est faite en déconnant, hein, c'est-à-dire que par association d'idées, c'est-à-dire feignants, crasseux, drogués, alcooliques, on sort les noms comme ça les uns après les autres, on les écrit, je prends note, je raye, j'organise, et le message principal, c'est inscrivez-vous sur les listes électorales pour leur foutre au cul. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Cet appel est entendu.
Quelques jours plus tard, les journalistes se bousculent pour assister à la toute première conférence de presse du candidat Coluche au théâtre du Gymnase. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Il est assis, il a sa chemise jaune et noire, là, à carreaux. Je suis sur la scène, je suis hyper stressé parce que la première fois d'abord que je vois autant de journalistes, parce que c'est vrai qu'il y avait des journalistes, mais là, l'orchestre du Gymnase, tu vois, la salle en bas, elle était pleine de journalistes. Il y avait un monde fou, il y avait peut-être 200 journalistes, 300 journalistes qui étaient là. Et tout d'un coup, qu'il y ait un personnage aussi connu, aussi fantasque, aussi délirant que Michel qui se présente à la candidature, mais c'est pain béni pour tous ces journalistes qui s'ennuient à mourir en disant « mais non, mais Giscard Mitterrand, mais non, quoi ». La campagne présidentielle de Coluche est lancée. La candidature de ce clown devient un phénomène sans précédent dans l'histoire de France, dont les médias s'emparent aussitôt. Ça y est, ils m'ont déjà mis sur la couverture, l'obsession Coluche. La campagne donc démarre très fort, effectivement. Les médias sont intéressés, mais personne n'y croit vraiment. Alors d'abord, il y a le soutien de Charlie Hebdo. Et donc tous les médias vont commencer à débarquer chez Coluche pour son interview, qu'est-ce qui se passe, etc. Et comme souvent avec Coluche, les médias ne vont pas être déçus. Mon programme, voyez-vous, ça se passe dans mon froc, malheureusement j'ai un peu de mal à l'enlever, mais ça se passe dans ma culotte, le programme. Voilà, c'est ici, et voilà mon programme. Voilà. La candidature de Coluche, qui semble être une bouffonnerie et qui, au départ, ne reposait sur rien, a pris très rapidement une consistance, une solidité qui était révélatrice, dès cette époque, d'une déconnexion entre une forte partie de l'électorat et les gens qui se présentaient à l'élection présidentielle. Car ce qui n'était au départ qu'une simple farce ne va pas tarder à prendre une tournure complètement inattendue. Oh là là, mais attends, j'ai pas mes gants de caoutchouc. Ouais. Normalement, les hommes politiques, il faut des gants. Ouais. Au début du mois de décembre 1980, le quotidien de Paris publie un sondage dont les résultats vont provoquer un séisme. Ça montait lentement. Je ne sais pas si le sondage qu'a fait le quotidien de Paris à ce moment-là est postérieur ou antérieur à celui de l'Observateur, dans lequel Coluche, si je me rappelle bien, a culminé à 16% des intentions de vote. 16%. Même si c'est du pipeau, même si c'est n'importe quoi, 16%. En France, il suffit de 2 points pour changer un destin présidentiel, enfin le destin de ce pays. 3 points, mettons 4. Si vous avez 16 points, même s'il y en a 14 qui sont complètement déconnants, ça veut dire qu'il y a quand même 4 points, 3 points qui ça représente quelque chose. Et oui, contre toute attente, un grand nombre de Français semblent prêts à voter pour Coluche. Pour Coluche. Rapidement, le phénomène prend une ampleur inattendue. Vous comptez voter pour Coluche, vous? Éventuellement, oui, pourquoi pas. Alors pourquoi pas Coluche? Coluche, ça pourra pas être pire que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vu, justement, qu'on nous colle rien que des guignols, autant prendre un vrai clown. Interrogé dans les médias sur le succès de sa candidature, Coluche y voit avant tout les conséquences d'un mépris de la classe politique vis-à-vis du peuple. Il y a tout un tas de gens en France qui étaient prêts d'abord à voter pour eux d'habitude et qui sont prêts à voter pour moi au premier tour pour montrer qu'ils existent, tout simplement qu'ils existent. C'est quand même un drôle de problème pour le public d'être obligé de montrer aux dirigeants qu'on existe. Vous trouvez pas? Un certain nombre de gens considéraient que la politique était tombée bien bas. Donc quand une candidature comme celle-là recueille un tel volume d'intentions de vote, donc culminant à 16%, elle est de nature à invalider tous les savants calculs des professionnels de la politique. D'abord, est-ce que ça ne va pas continuer à monter? Et puis, que deviendront ces électeurs? Sur qui vont-ils se reporter? Tout d'un coup, la farce ne fait plus rire tout le monde, à commencer par la classe politique. À droite comme à gauche, c'est la panique. Officiellement, François Mitterrand se dit serein et plutôt amusé par la candidature de Coluche. Mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Tout le monde a pris ça au départ comme une farce. Et puis après, le ton est monté. Il y a eu une cellule de crise pour voir comment on pouvait lutter contre ce phénomène de société. Et donc, il y a 2 émissaires de Mitterrand qui vont sonner à la porte, ils vont rentrer, ils vont dire « Qu'est-ce que vous voulez ?» Bon, c'est pas une manière d'arriver chez quelqu'un. Lui, il va à ce moment-là les envoyer chier immédiatement en disant qu'il n'aura rien demandé et qu'il veut rien. En un quart d'heure, les mecs sont partis. Coluche est furieux.
Il n'apprécie pas du tout la démarche maladroite de ses émissaires socialistes et compte bien le faire savoir dans les médias. Mais la rencontre avec Jacques Attali, un proche de François Mitterrand, va le faire changer d'avis. France Gall et Michel Berger viennent voir le spectacle au gymnase. Dans la loge, à la suite du spectacle, ils proposent à Coluche un dîner chez eux avec Attali. Voilà. Et 2 jours plus tard, ça doit être le 1er décembre, si ma mémoire est bonne, 80, donc on va dîner chez France Gall et Berger pour rencontrer Jacques Attali. Donc le dîner se passe mal. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus, mais il me traite de menteur, moi aussi je traite de menteur, on s'engueule. Et puis ça s'est arrangé au cours du dîner, on s'est séparés vers 3 h du matin. Et en partant, il me chuchote, faut que je te voie d'urgence. Et il est venu le lendemain après-midi chez moi. Et on prend un café, on va dans ma cuisine, et il me dit, tu sais, raconte que des bêtises, hein, j'ai pas l'intention d'être candidat. Et mon seul objectif, c'est de faire battre Giscard. Battre Giscard. Quelques mois plus tôt, cela paraissait encore mission impossible. Mais le succès de la candidature de Coluche vient de prouver qu'une partie de la population française aspire à un changement radical et dans l'entourage du président de la République, on commence à s'inquiéter très sérieusement. Les sondages montrent que les gens qui voteront Coluche vont voter à gauche. Donc ça fait perdre Giscard. Donc à ce moment-là, c'est la panique à bord. Et cette panique, elle touche surtout le ministre de l'Intérieur de Giscard, qui s'appelle Christian Bonnet. Et il décide de tout faire pour torpiller cette candidature. On cherche immédiatement, s'il est possible, de l'arrêter, de l'intimider, de découvrir sur lui ou d'exploiter contre lui telle ou telle faiblesse ou tel défaut qu'il pourrait avoir.